Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, et aujourd'hui, on va parler de Yae Miko. La dirigeante du grand sanctuaire de Narukami est descendante de la lignée des Kitsune. Elle est également à la tête de la maison d'édition Yae, qui publie des romans. Miko a un comportement mystérieux chaque fois qu'elle assume ses fonctions de Guji du sanctuaire de Narukami. Lorsqu'elle assume ses fonctions de patronne de la maison d'édition, elle est connue pour être gentille et aime lire les livres et des histoires. Elle est rarement vue sans son sourire. Elle pense également que les croyances des autres peuvent être trop restrictives et qu'il est trop difficile de les influencer. Elle a un air énigmatique, mais ses amis s'y habituent. Certaines personnes sont terrifiées par Miko, et cette dernière prend un malin plaisir à les voir ainsi. En tant que Guji, Miko est polie avec qui elle interagit. Mais lorsqu'elle parle avec des étrangers comme le voyageur Epaimon, ou encore des amis proches comme Ei, elle montre un côté plus brutal et plus cynique, voire un peu égoïste. Aux côtés du voyageur et de ceux qui ont besoin d'entendre la vérité, Miko ne mâche pas ses mots. Elle dit carrément au voyageur qu'il n'a aucun espoir de se dresser seul contre la shogun. Elle est également franche envers les autres quand elle en a besoin, même envers Ei. Elle est l'une des seules amies d'Ei qui sont encore en vie et l'une des rares personnes à se référer à la shogun par son prénom. Ei elle-même appelle également Miko par son prénom, signifiant leur proximité et leur amitié. Pendant le temps d'isolement d'Ei, Miko est depuis devenue astucieuse et ingénieuse. Ces événements génèrent des revenus plus importants que d'habitude et ont également profité de l'arrivée du voyageur à Inazuma pour réparer les dommages causés par les opinions de son ami. Les éditeurs de la maison d'édition Yae ont une fois soumis un certain manuscrit au rédacteur en chef. Ce travail était bien écrit, clairement pensé, et les thèmes étaient la romance avec un côté comique, une tranche principale de l'ère du temps. Un tel bijou ne demanderait sûrement qu'une fine couche de vernis et quelques belles illustrations pour bien se vendre. Mais de manière inattendue, Yae Miko n'a pas semblé satisfaite, poussant plutôt un profond soupir avant d'appeler les différents rédacteurs en chef. L'un d'eux a demandé avec hésitation « Lady Yae, eh bien, je lui ai demandé d'écrire sur ce sujet, oui, mais n'est-ce pas le genre brûlant du jour ?» Face au regard dubitatif de l'éditeur, Miko a donné son avis sans détour. Qu'un livre qui aurait dû être intéressant, mais qui était enchaîné à chaque tournant par le sujet, n'était tout simplement pas assez libre. Des choses comme les best-sellers, la fiction de genre, n'étaient rien d'autre que des modes qui allaient et venaient chaque décennie. S'adapter à son temps était un raccourci, mais si une œuvre avait la qualité qui pouvait surmonter cette marée, pourquoi suivre le courant quand même ? Passez ce message à ce nouvel auteur qui est le nôtre, dites-lui qu'il n'y a pas à se soucier du genre. Il a juste besoin d'écrire son histoire, et de bien l'écrire. En entendant ça, l'auteur a cessé d'écrire pendant un certain temps, comme s'il avait soudainement une épiphanie. Plusieurs mois plus tard, un nouveau manuscrit a été envoyé à Miko et ses éditeurs. Ces derniers étaient stupéfaits, et même Yae Miko, qui se souciait peu des tabous, fronça légèrement les sourcils. Un spectacle en effet rare. Peu de temps après, l'auteur de ce livre entrerait sur la scène littéraire avec le nom de plume approuvé par Yae Miko, bien qu'il soit trop long, Kade no Kuji, Kenzaburo. S'il y avait quelque chose d'incommodant à être la Guji, c'est qu'elle devait assister à chaque cérémonie du sanctuaire, habillée à la perfection et restant à sa place. Les feux d'artifice peignent le ciel nocturne alors qu'ils s'épanouissent, et les sons de la joie humaine remplissent le sanctuaire, et pourtant, elle doit s'asseoir à l'intérieur, un sourire solennel sur le visage. 500 ans passent en un clin d'œil. Au fil des années, l'ennui devient le plus grand ennemi. Et si même elle acceptait un jour de s'asseoir tranquillement, obstinée comme du bois mort, le monde manquerait-il cruellement d'une autre personne intelligente, adepte de la découverte du plaisir et de la saisie des opportunités ? Ainsi, chercher des choses amusantes à faire dans tous les coins et recoins ne peut être que le cours le plus raisonnable et le plus nécessaire. Et si elle devait, disons, utiliser son autorité en tant que Guji pour faire des choses amusantes, pourquoi certaines choses sont inévitables, n'est-ce pas ? Le jour du festival, Miko hochait la tête de satisfaction lorsqu'elle recevait une livraison de feux d'artifice de la commission culturelle, de construction Naganohara, et spécialement conçue pour démarrer. La cérémonie de cette nuit-là s'est bien entendu déroulée dans le parfait respect de l'étiquette et des rites. La vue de la Guji agenouillée gracieusement toute la nuit serait l'objet d'admiration pour toutes les autres jeunes filles du sanctuaire. En attendant, elle s'asseyait sous la pluie de météores de lumière qui ornait le ciel, observant les festivaliers qui allaient et venaient. Et le vacarme des feux d'artifice couvrait les marmonnements qui venaient entre les dents en mâchant une pomme d'amour. Tu sais, quand tu m'as demandé de devenir Guji, tu n'as jamais mentionné que je ne pourrais plus me faufiler dehors pour regarder les festivités.
S'amuser et trouver le bonheur est la façon dont Miko vit sa vie quotidienne. Pour quelqu'un qui aime étudier l'humanité comme ici, les points de vue et la vertu jouent les deux violons éloignés du fun. Même une grande Miko d'une foi différente ou un général ennemi pourrait piquer son intérêt. Cela dit, cette appréciation peut parfois entraîner des problèmes anodins. Contrairement à ses subalternes consciencieux ou à ses juniors fidèles, la personne préférée de Miko au sanctuaire est une jeune fille nommée Kanonana. Oui, cette Kanonana, la passionnée de romans, tout comme Miko, qui s'inquiète constamment pour Sayu. Alors qu'elle était allongée à l'intérieur, Miko voyait souvent Sayu passer devant la fenêtre, suivie de peu par une Kanonana pressée et en colère. Comme la foudre et le tonnerre, elles ont attiré l'attention de Miko, au point qu'elle donnait même parfois de mauvaises directions, juste pour laisser le chahut durer un peu plus longtemps. Il y a eu une autre fois où Sayu a dit à Miko que le soleil de l'après-midi était le plus agréable après que ce dernier l'ait aidé à voler du temps pour faire la sieste. Peut-être encouragée par ces mots, Miko se transformerait en une dame inazumienne ordinaire par un après-midi merveilleusement ensoleillé et descendrait de la montagne pour passer une journée tranquille dans Inazuma. Les bains publics Aiza dans la ville, le restaurant Kiminami de Hanamizaka, les textiles Ogura et les kimonos au bord de la rue. Elle n'a manqué aucun magasin, et chacun a été une expérience agréable. Et le soir, elle était à l'agence de détective Sango pour leur parler d'un cas d'animaux disparus dont elle avait entendu parler sur le chemin. Ayant fait tout cela, la dame ne put s'empêcher de laisser échapper un sourire satisfait. Participer à la vie quotidienne d'Inazuma dans une telle identité était vraiment amusant. Bien évidemment, sauf cette partie où Kujusara lui a lancé un regard suspicieux alors qu'elle se croisait. Elle devait probablement des excuses au patron des bains Aiza. Les sources chaudes de style extraterrestre étaient en effet très bonnes, mais elle aurait peut-être accidentellement perdu de la fourrure de renard pendant le trempage. Il y a très longtemps, l'humanité n'avait pas besoin d'utiliser l'expression « il y a très longtemps » pour préfacer des histoires sur les yokai. Les Tengu dominaient les cieux, les Oni balayaient le champ de bataille, les Tanuki étaient vus le long de petits chemins et les Kitsune marchaient parmi les humains. Sous la bannière de Narukami, les incroyables pouvoirs de l'hôte Yukai ont été utilisés pour aider les humains à traverser une ère de conflit et de pauvreté. Cherchant refuge dans les montagnes, ils ont construit une ville au bord de la mer, et ainsi a commencé Inazuma. Parmi les Yukai, la lignée des Kitsune Akushin était la plus vénérée, et c'est cette grande lignée qui a laissé de nombreuses histoires parmi les humains. Chaque fois que les Yukai se réunissaient pour festoyer et souper ensemble, un peu de vantardise sur la façon dont leurs derniers exploits étaient devenus une légende à nouveau était tout à fait normal. Bien sûr, compte tenu de la quantité qu'ils boiraient, la plupart des histoires racontées par la suite s'écarteraient un peu de la vérité. Mais personne ne s'en souciait, demandant seulement que l'histoire soit intéressante. Au fil du temps, cela est devenu connu sous le nom de Yaku Monogatari Daikai, ou la grande réunion des sans comptes. Il n'était pas rare de voir Urakusai lever sa tasse et parler, tenant tous les autres yokai envoûtés par son histoire, attirant même des sourires de la Kitsune Saigu, l'organisatrice de l'événement. Au lieu de ça, c'était Miko qui était alors sous la forme d'un jeune kitsune qui se percherait sur l'épaule de la Kitsune Saigu et picorait sans relâche toutes les failles de l'histoire d'Urakusai. Urakusai était un gentleman à la tête froide et brillant. Mais Miko pouvait toujours trouver quelque chose de nouveau à pinailler, et donc ils allaient et venaient, jusqu'à ce que Lady Saigu sourie et appelle les deux autres parties à s'arrêter. Le public voulait entendre la partie suivante après tout. Après 3 autres tournées de boissons et plusieurs autres séries d'histoires, l'entreprise aurait du mal à enchaîner une phrase sans parler d'une autre histoire. Ainsi, les yokai rassemblés se passeraient de l'escrime des mots et utiliseraient leur pouvoir pour s'envoler dans les cieux pour voir qui pourrait le mieux couvrir le ciel et la lune avec leur pouvoir. Et c'est ainsi qu'il a été dit que 100 yokai défileront par une nuit sans lune. 500 ans plus tard, ce petit kitsune est déjà devenu un puissant yokai à part entière. Quant aux yokai qui buvaient avec eux à cette époque, ils ont disparu au milieu de la guerre et de l'histoire. Ainsi, leurs lignées restantes s'amenuisent de jour en jour. Et c'est ainsi que leur grand défilé, le Yakiyaku, est devenu quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Les épées d'Inazuma ont toujours été célèbres dans le monde entier, et les meilleures œuvres du Raiden Gokaden en particulier sont des trésors nationaux. Cependant, il y a peu de temps encore, plus de la moitié des 5 lignées d'artisans ont été coupées. Un grand nombre de personnes puissantes ont été prises dans cette conspiration, et les responsables ont tous été appelés à rendre des comptes, et ensuite ont été bannis. Même le clan Kamisato de la commission culturelle s'est impliqué en raison de l'incompétence de l'un de leurs superviseurs subordonnés. Mais avant que Raiden Ei ne puisse rendre son jugement final, Lady Guji, qui ne se mêlait généralement pas des affaires gouvernementales, est soudainement intervenue, sauvant le clan Kamisato à l'heure du péril. Ainsi, alors qu'ils ont subi un coup dur, ils ont été épargnés du licenciement. Dans les années qui ont suivi, d'autres ont beaucoup spéculé sur les actions des Guji. Certains ont observé les relations étroites entre la commission culturelle et le grand sanctuaire de Narukami et ont deviné qu'elle avait l'intention d'engager des avocats qui lui étaient fidèles. Et pourtant,
Le sanctuaire avait toujours été une entité en soi. Lady Guji ne se mêlait généralement pas de sa gouvernance. Ainsi, cette action semblait un sacrifice plus grand que la récompense, à peine une sage décision. D'autres ont dit que les Guji soupçonnaient que quelque chose n'allait pas dans toute la situation, et maintenant que la liste des personnes impliquées était si longue, tout remaniement majeur de la commission culturelle pourrait déstabiliser Inazuma elle-même. Cette pensée aussi semblait raisonnable à première vue, mais ne résistait pas à l'examen. Après tout, l'ascension et la chute des grandes maisons n'étaient-elles pas simplement ordinaires dans le grand schéma des affaires mortelles? Et même si le clan Kamisato devait tomber en disgrâce, une nouvelle direction de la commission culturelle émergerait. Pourtant, une autre histoire raconte que Miko s'est engagé dans des pourparlers secrets avec le chef du clan Kamisato, juste après que les ondes de choc initiales se soient calmées. Mais le clan blessé était comme une bougie dans le vent à ce stade. Quel pouvoir pourrait-il avoir pour changer la situation? À ce jour, toutes ces spéculations n'ont jamais abouti à quoi que ce soit, et aucune réponse n'a émergé concernant les actions et les motivations de Miko. Même ce que personne ne sait, c'est comment les mots de Miko ce jour-là deviendront aussi gravés dans le clan Kamisato que le blason de leur maison. Si le clan Kamisato a survécu à cet incident, c'est uniquement grâce à la miséricorde de la Shogun. N'oubliez pas cela dans les jours qui suivent. Ces mots serviraient de germe du destin, préfigurant la position future de la commission culturelle. À un autre moment, si une tempête devait s'abattre sur Inazuma, et même si elle devait entrer en conflit avec les deux autres commissions, le clan Kamisato de la commission culturelle se souviendrait de la faveur qui lui a été accordée et suivrait le chemin du shogun vers l'éternité. C'était un mouvement que la Guji a joué sans aucun regret. Le comité du festival apaisant du feu était autrefois une organisation présidée par la commission administrative et gérée par le grand sanctuaire de Narukami, dont le mandat était de prier pour l'absence d'incendie dans l'année à venir. À cette époque, les maisons d'Inazuma étaient principalement en bois, et toute négligence lors de la manipulation du feu pouvait entraîner un désastre. Ainsi, la commission administrative a été chargée par la shogun de mettre en place des pompiers pour effectuer des sauvetages et contrôler les dégâts lorsque les incendies se sont déclarés, et ils ont également demandé que le grand sanctuaire de Narukami mette en place le comité du festival apaisant pour réconforter les personnes effrayées. Les jeunes filles du sanctuaire danseraient élégamment et les gens donneraient généreusement, avec le produit partagé 40-60 entre la commission et le sanctuaire. Lorsque Yaemiko a été confrontée à des problèmes financiers alors qu'elle tentait de démarrer sa maison d'édition, elle a examiné les différents services que le sanctuaire offrait à l'époque avant de se verrouiller sur cet ancien comité traditionnel. Je veux dire, le travail acharné est uniquement effectué par le grand sanctuaire de Narukami. Alors pourquoi devons-nous partager les bénéfices avec la commission administrative? De plus, tout cet argent va juste dans les poches du chef du clan Kuju. Ce n'est pas comme si les pompiers avaient déjà reçu une prime de fin d'année ou quoi que ce soit. Ainsi, après quelques préparatifs, le festival d'apaisement du feu de cette année-là serait modifié pour ne plus présenter de danseuses du sanctuaire, mais un grand concours de soumission de romans. L'organisateur de ce concours et de toutes les publications ultérieures, la maison d'édition Yae, emprunterait également le budget du comité du festival. Quant aux bénéfices, ils sont allés dans les coffres du sanctuaire. Eh bien, nous n'avons plus beaucoup d'incendies, et pourtant notre budget ne cesse d'augmenter. Ainsi, cette restructuration allège le fardeau financier qui pèse sur la population. De plus, l'étude des traditions et l'écriture de la littérature et de la poésie sont aussi une façon de plaire à notre archon. Vous ne prétendez sûrement pas en savoir plus sur les rituels et les cérémonies que moi. C'est ce que Yaemiko a dit le plus solennellement à Kuju Takayuki lorsqu'il est venu à l'improviste. Le commissaire administratif a finalement été contraint de quitter le chemin par lequel il était venu, le visage orageux, avec ses assistants. Aucun d'entre eux ne savait qu'au moment où il sortait du sanctuaire, la sombre dame Miko cueillait un roman manuscrit dans la boîte d'offrande voisine et continuait à l'annoter. C'était un concours de magie pour les âges. L'ennemi fendait les mers alors qu'il traversait les cieux. Le ciel et la terre changeaient de teinte à leur approche. Lady Guji était solennelle alors qu'elle gravissait le mont Yuku. Tout autour d'elle, les jeunes filles du sanctuaire chantaient leur mantra, alors que les nuages masquaient le soleil, le tonnerre attendant à l'intérieur le moment de frapper. La bataille a été une affaire longue et acharnée. Avec le temps, même les Guji ont commencé à faiblir, et l'ennemi s'est emparé de cette ouverture, frappant avec une grande force. Juste à ce moment-là, un éclair est descendu comme une étoile filante devant la Guji, un œil divin scintillant. En le laissant dans sa main, la Guji revivifiée montra son pouvoir et... Attends juste une minute. Rien de ce que tu viens de dire ne s'est produit, n'est-ce pas? Eh bien, qu'en est-il de ça alors? Tout a commencé le jour où j'ai eu un duel de ramen des plus vicieux à Hanamizaka. Oh allez, personne n'a jamais eu d'œil divin en mangeant des ramen. Mais ce ne serait pas intéressant? Je veux dire, c'est le genre d'histoire que tu aimes entendre, n'est-ce pas? Yaemiko eut un fin sourire énigmatique face à la curiosité du voyageur. Après tout, me croiriez-vous si je disais que mon œil divin est purement ornemental, juste pour le spectacle? Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Tchuss.